montagne, au-delà de 2000 mètres d'altitude, commence un monde extraordinairement hostile à la vie, une sorte de désert où ne survivent que quelques rares animaux disposant d'un équipement parfaitement adapté aux rigueurs du climat. Dans ces solitudes glacées, un de ces aventuriers a laissé ses traces. C'est un oiseau et il a pour nom perdrix des neiges ou lagopède. Comment fait-il donc pour vivre ici? Eh bien, tout d'abord, le lagopède a le privilège de posséder des plumes doubles, très duveteuses, capables d'emmagasiner une grande quantité d'air. Cela lui donne un plumage très épais et parfaitement chaud et isolant. Deuxième avantage, ses plumes recouvrent également ses pattes, qui ressemblent en hiver à de véritables bottes de fourrure. Autre problème à résoudre pour le lagopède, celui de la nourriture. Elle est ici fort rare, faite seulement d'herbes sèches, de mousse roussie par le gel ou de quelques graines minuscules. Ce menu est parfaitement immangeable pour la plupart des oiseaux, mais pas pour notre perdrix. Son tube digestif spécialisé lui permet en effet de consommer ces aliments très durs et surtout d'en tirer toute l'énergie nécessaire à sa survie jusqu'à la belle saison. Certains animaux utilisent une autre stratégie pour passer l'hiver sans problème. Ils entrent en hibernation. C'est le cas par exemple des marmottes. Lorsqu'elles mettent le nez dehors au mois de mai, les marmottes sortent d'un long sommeil hivernal de plus de 6 mois. Rentrées dans leur trou en octobre, bien grasses, elles se sont rapidement endormies. Leur température est passée de 38 degrés à environ 10 degrés. Le rythme de leur respiration a diminué également, faisant entrer chacune d'elles en état de vie ralenti. Bien à l'abri du froid et de la neige, dépensant le minimum d'énergie, elles ont consommé lentement les graisses de leur corps pour ne se réveiller qu'une fois la belle saison arrivée. Pourtant, l'arrivée de l'été ne marque pas la fin des problèmes pour les êtres vivants colonisant la haute montagne. Les plantes, par exemple, auront à lutter contre le rayonnement solaire extrêmement intense, contre le vent et surtout contre le manque d'eau. En effet, celle-ci existe en altitude, mais sous forme de neige ou de glace, donc inutilisable par les végétaux. Et lorsqu'elles fond, ou lorsqu'il pleut, elle disparaît bien souvent dans les profondes fissures des rochers. Les plantes de haute montagne doivent donc lutter en permanence pour obtenir et surtout conserver l'eau dont elles ont besoin. Elles y parviennent de différentes manières. Tout d'abord, elles poussent sous forme de coussinets, de petits tapis très ras aux feuilles extrêmement serrées. Quel rapport avec l'eau, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Le végétal se comporte exactement comme une éponge et retient, lorsque la pluie tombe, une grande quantité d'eau ainsi mise en réserve pour les périodes sèches. De plus, la plupart de ces plantes ont des racines très longues qui plongent parfois à plusieurs mètres dans les profondeurs de la roche à la recherche de l'humidité qui leur est nécessaire. Dans la famille des plantes grasses, la technique est un peu différente. L'eau est stockée à l'intérieur même des cellules des feuilles qui servent alors de réservoir. Faire des réserves d'eau est très bien. Encore faut-il en dépenser le moins possible. Pour cela, les plantes de montagne possèdent souvent des poils ou des duvets sur leurs feuilles et même sur leurs fleurs. C'est le cas d'une des plus célèbres d'entre elles, l'Edelweiss. Grâce à ce revêtement cotonneux, l'eau a du mal à s'évaporer et reste prisonnière de la plante. D'autres végétaux possèdent eux des feuilles couvertes d'une pellicule imperméable et brillante comme un vernis. C'est un autre système qui, combiné avec les poils, évite à la plante de perdre de l'eau par transpiration. En haute montagne, enfin, il est hors de question pour les arbres de se dresser et d'offrir ainsi prise au vent et au dessèchement. Ils se protègent donc en se développant au ras du sol et en limitant la croissance de leurs branches à la façon des bonsaïs. Cette adaptation leur permet également de profiter de la chaleur accumulée dans les rochers.
Enfin, comme cette gentiane printanière, la plupart des fleurs de montagne ont des couleurs incroyablement vives et saturées. Ces couleurs sont l'heureuse conséquence du rayonnement ultraviolet extrêmement intense et du froid très vif qui caractérise le climat montagnard.